Merci d'être avec nous sur Burkina Info TV. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 20h30 dans le cadre de l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une dame, Laurence Ilboudo. Elle est députée du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Elle est à sa première expérience en tant que députée à l'Assemblée nationale, femme d'affaires de 47 ans. Eh bien, on va parler avec elle de la situation nationale, mais également de son engagement politique. Madame le député, bienvenue à Burkina Info. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment va la députée Laurence Ilboudo, très agitée qu'on voit beaucoup dans les médias un peu partout? Bon, je dirais pas agitée, très occupée. C'est vrai que je suis sollicitée et en tant que leader politique, en tant qu'actrice du développement du pays, je me dois de répondre à beaucoup de sollicitations. Donc, vous ne refusez pratiquement rien. Apparemment, c'est bien pour vous d'être vu dans les médias, d'être vu devant des structures sociales et tout ça. Vous savez, la politique, c'est une question d'opportunité et de présence. C'est comme un enfant. Dès que vous n'êtes pas là, dès que vous n'occupez pas la place, il y a quelqu'un d'autre qui viendra occuper la place. Donc aujourd'hui, mon engagement se veut vraiment aider la population à arriver à de meilleurs bien-être, à un bien-être de toute la population burkinabé. Et pour ça, il faut travailler, il faut être présent partout. Et c'est ce que je fais. Est-ce que l'ambition, c'est de montrer une autre image de l'acteur politique au Burkina Faso, de par vos comportements, l'acceptation des parrainages, l'accompagnement des initiatives locales? Absolument, vous êtes bien dans le sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons changer les choses. Quand on devient leader politique, ce n'est pas pour s'asseoir dans sa maison, c'est pour accompagner les gens, c'est pour les écouter, être auprès d'eux, pour sentir leurs préoccupations, être auprès d'eux pour vivre avec eux ce qu'ils ont. Ça nous permet de trouver des bonnes décisions et de pouvoir vraiment, comme on dit, aller en communion avec eux pour avoir des décisions qui puissent être acceptées par la population. Parce que le plus important, ce n'est pas faire des décisions, c'est prendre des décisions qui vont avec l'assentiment des gens. Et on ne peut pas le faire sans être au contact de ces personnes. Alors, est-ce une opportunité pour vous de dire à ces populations-là que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible au Burkina Faso avec tout ce débat qui se mène autour de la gouvernance actuelle dans le pays? Vous savez, il faut situer les choses. Au Burkina Faso, nous sommes une terre bénie de Dieu. Nous sommes une terre où la capacité de résilience est hors pair. Tout va bien, je dirais, pas tout va bien, mais je dis on va mieux, on va bien, on va comme l'homme devrait aller. Le pays est en train de changer sur le bon chemin. Pour vous, c'est le cas? Absolument. Le pays est en train de changer. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens s'expriment. L'expression est quelque chose de... On a l'impression que c'est rien. Or, c'est beaucoup. Quand les gens s'expriment de part et d'autre, même si c'est en mauvais, après, ceux qui posent ces actes, ils ont du remords, ils réfléchissent. Et la majorité des gens qui ont posé des actes assez graves, aujourd'hui regrettent. Je ne suis pas sûre qu'ils le poseront encore. Donc, cette capacité aujourd'hui de tous les Burkinabés à s'exprimer est quelque chose de très bien pour les Burkinabés. Donc, vous êtes dans la logique de Burkina Isba, comme l'a dit le Premier ministre Paul Kabatiba? Absolument. Parce que vous êtes député MPP, vous avez ce langage-là, alors que le citoyen lambda ne le voit pas de la même manière que vous, sans doute. Vous savez, je suis député MPP parce que j'ai fait un choix. Donc, j'ai voulu être député MPP parce que je pense que nous apporterons à ce pays ce que les gens attendent de nous. Et quand vous me dites que je suis Burkina Faso is back, je suis avec lui. C'est tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, le programme qui est en train d'être déroulé est notre programme. C'est le programme de notre président, qui était président du parti, qui est maintenant président du Faso. D'autres vous disent qu'il n'y a pas de vision claire de développement du Burkina. Vous croyez en ce développement alors que beaucoup de voix disent le contraire. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux savoir. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de vision dans ce développement, qu'est-ce qu'ils reprochent? Parce que la léthargie économique, la croissance, le front syndical qui bouillonne, l'opposition politique qui donne de la voix, la société civile également qui monte au créneau, à tous les niveaux, on sent que la machine est grippée. Non, tout ce que vous m'avez dit veut dire qu'on sent qu'il y a une démocratie au Burkina Faso. On sent qu'aujourd'hui, c'est la démocratie et la liberté. Ça ne veut pas dire que l'État... Ça a toujours prévalu au Burkina Faso. C'est ce qui a même été à l'origine de l'insurrection, parce qu'il y avait cette liberté d'expression dans ce pays. Non, c'est pas vrai. Il y avait des gens qu'on poussait à parler, et après, qui parlent, ils se taisent. Aujourd'hui, tout le monde parle comme il veut, et quand il veut, sans crainte.
parce qu'on ne paye personne pour parler, on ne payera jamais personne non plus pour se taire. Quand vous parlez aujourd'hui des syndicats, ça veut dire qu'aujourd'hui, les syndicats ont l'opportunité de dire ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Avant, il n'y avait pas. Vous savez, les revendications... Avant, il y en avait. En 66, ce sont les syndicats qui ont fait tomber vous avez le dit, premier président non, on du parle de Burkina 27 Faso, ans. oui. Non, on parle de 27 ans de gabegie, de la gestion du pouvoir passé. Aujourd'hui, vous dites que les syndicats, je voudrais revenir dessus par rapport à la lutte syndicale qui se présente aujourd'hui. C'est pour dire qu'avant, toutes les luttes, toutes les revendications des syndicats ne sont pas des revendications émanant du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Non, c'est des clauses qui étaient signées avant lui. Mais l'État étant une continuité, il a l'obligation de satisfaire ça. Donc pourquoi avant, ces syndicats n'avaient pas fait ce front avant et que c'est juste maintenant? Vous allez savoir aujourd'hui que c'est la température pour dire que tout le monde est libre de dire et de revendiquer ce qu'il pense avoir droit. Alors, est-ce que vous pensez que les syndicats font de la surenchère, finalement, vis-à-vis du président Roch Kaboré? On lui met trop la pression qui l'empêche d'être vraiment opérationnel dans sa gouvernance? Je ne pense pas que quelqu'un puisse... Si quelqu'un qui connaît bien le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est que personne ne peut lui mettre la pression. C'est quelqu'un de très zen, il sait où il va et rien ne le perturbera. Ça, c'est clair. Ah ben oui. Des Non, compliments, il est imperturbable. vous savez en faire sans doute. Hein? Non, ce n'est pas des compliments. Je décris un homme que je connais parce que j'ai travaillé avec lui. Parce que je travaille avec lui, c'est un homme que je connais. Donc, je sais qu'il est un homme, c'est un bon boxeur. Il s'est bien encaissé. Il s'est très bien encaissé. Et quand il donne un coup aussi, tu n'es pas sûr de te relever. C'est clair. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne cédera à aucun chantage politique. Clair et net. Aujourd'hui, il a une vision sur laquelle le peuple burkinabé l'a élu. Et il s'en tiendra à cette vision. C'est clair et net. Advienne que pourra. Parce que c'est la décision du peuple burkinabé. Et quand viendra au moment où le peuple devrait s'exprimer par rapport à sa gestion, il se soumettra aussi à la décision du peuple. Alors, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Faut-il une décision radicale, par exemple, sur la question syndicale au Burkina Faso? Certains ont parlé même de trêve sociale et tout ça. Vous savez, la trêve sociale, ça, c'est les syndicats qui pensent s'ils veulent donner ou pas. Vous savez... Mais ce n'est pas aux syndicats, c'est au président d'aller vers les syndicats. Nous avons demandé... Non, vous savez, oui. nous avons demandé aux syndicats de laisser le temps de démarrer les choses. Ils disent non, ils savent pourquoi ils disent non. Mais moi, je voudrais aujourd'hui dire que on ne peut pas non plus demander aux syndicats de se taire parce qu'ils sont dans leur rôle. Mais je voudrais que chacun puisse s'asseoir autour d'une table et voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le président du Faso est disposé à écouter et à donner ce que nous pouvons donner. Mais ce que nous ne pouvons pas donner, on ne peut pas. Quelle que soit la beauté d'une femme, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso, avec toutes ces luttes syndicales, ils nous pourront donner, nous, au niveau de la majorité, au niveau de la majorité qui gère ce pouvoir, nous pourrons donner aux syndicats que ce que nous avons. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un manque de franchise finalement dans le dialogue social au Burkina entre les syndicats et le gouvernement aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un langage de vérité entre les deux parties. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas... Il y a une rupture de confiance. Je pense qu'il y a ça. Mais là, c'est suffisamment grave dans la gouvernance quand il y a rupture de confiance. Oui, je pense qu'au niveau des syndicats et puis le gouvernement, moi, personnellement, je pense que c'est une rupture de confiance de part et d'autre. Mais je pense que c'est parce que les gens ne communiquent pas assez entre eux. Il faut que les gens s'asseyent autour d'une table, ils communiquent. Parce que la peur de l'autre fait prendre des mauvaises décisions. La peur est la pire des conseillères, tout le monde sait. L'ignorance est encore la pire des conseillères. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous puissions nous asseoir autour d'une table et pouvoir discuter entre frères. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que nous sommes d'abord frères. Nous sommes amenés à vivre ensemble. Et même les Burkinabés de l'extérieur savent qu'ils vont revenir. Et même quand ils sont là-bas, ils savent qu'ils ont envie de venir. Donc, d'où la nécessité de s'asseoir et de discuter ensemble. Comme dit les Moussi, là, quand nous ne pouvons pas aller seul, il faut attendre l'autre. Donc, on ne peut pas aller seul. Donc, il faut qu'on puisse s'attendre, discuter. Et moi, je suis dans la même ligne que le président du Faso, qui est de la discussion. Parce qu'aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens... Laquelle discussion n'empêche pas aujourd'hui les luttes syndicales? La preuve, c'est que chaque mois,
engendre sa nouvelle lutte syndicale au Burkina Faso depuis que le président a pris le pouvoir. Mais c'est normal, c'est une question que chacun veut s'exprimer, chacun veut montrer qu'il existe. Ça, c'est normal. Mais ça va au-delà. Est-ce que vous n'allez pas reconnaître sur ce plateau tout de même que les travailleurs sont dans une certaine précarité au Burkina Faso? Quand vous avez des agents de santé qui n'ont pas le minimum, des enseignants qui sont affectés, qui vont faire peut-être 6 mois, 9 mois sans avoir même le premier salaire et tout ça, vous n'allez pas dire à ces gens-là que c'est la liberté de s'exprimer qui les amène à parler. Il y a des réalités quand même auxquelles ils sont confrontés. Ismaël, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'au Burkina Faso, nous sommes dans une précarité incroyable. C'est d'où la nécessité pour moi personnellement d'avoir quitté les affaires pour faire la politique. Parce que nous savons que... Mais vous êtes trompé de chemin parce que c'est dans les affaires que vous pouvez créer les emplois, mais en politique, ça devient du coup difficile. Ah, vous savez, en affaires, on crée des emplois, il y en a beaucoup qui veulent le faire. En politique, il n'y a pas beaucoup qui veulent s'investir comme je le fais. Vous avez choisi le chemin de la facilité sans doute. Je pense que j'ai choisi le chemin le plus difficile. Parce que ça demande beaucoup de contraintes, ça demande beaucoup d'abandon. Ça fait 4 ans que je ne vis plus avec ma famille en plein regroupé. Ça fait 4 ans que je ne vois pas vite grandir mes enfants parce que j'ai fait le choix de m'occuper de mon pays. Or, mes enfants aussi ont leur choix que je devrais respecter. Cette parenthèse, on l'a refait pour l'ouvrir certainement vers la fin de l'émission. Revenons donc sur la précarité des fonctionnaires burkinabés qui revendiquent aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Mais vous savez, cette précarité n'est pas due à la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré. Il est là depuis... Mais il y avait beaucoup de candidats à la présidentielle. Non, bien sûr. Il a vendu, semble-t-il, le meilleur programme qui a été accepté par la population. Du coup, dans ce programme-là, il y a l'amélioration des conditions de vie et de travail au Burkina Faso. C'est pour ça que les gens luttent aujourd'hui. Tout à fait. Et ce n'est pas qu'il semble, il a le meilleur programme pour le Faso. Et c'est les Burkinabés qui l'ont choisi comme tel. Donc, ce n'est pas il semble, il a le meilleur programme. Et pour cela, c'est pour ça, je vous dis qu'aujourd'hui, dès qu'il a pris le pouvoir, il a su, puisque c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de la population, il a mis la gratuité des soins de la mère et l'enfant, qui est un acte très très fort. Mais contesté par certains agents de santé parce que les moyens ne suivent pas, les médicaments ne sont pas disponibles à tous les niveaux. Certains même remettent en cause la qualité du médicament qui est servi aux populations locales aujourd'hui. Mais vous savez qu'on ne peut pas faire tous l'unanimité des gens contents parce qu'il y avait des gens qui avaient des trafics dans les hôpitaux. Nous savons qu'il y a des agents de santé qui profitaient de ça pour faire des trafics pour eux-mêmes, pour les médicaments. Aujourd'hui, ça coupe beaucoup l'herbe au pied à certains agents de la santé. Vous aurez sans doute le Sincha devant vous, sans doute avec de telles déclarations. Non, mais bien sûr, ce que je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est les populations qui viennent nous en parler. Moi, ce n'est pas moi qui invente. C'est les gens qui vont au centre de soins et qui sont victimes de raquettes ou bien qui sont victimes de quelque chose et puis ils viennent nous le dire. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité, cette mesure a profité à plus de 6 millions d'enfants dans ce pays. Et tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite de 80% qui ont bénéficié de ce soin, qui sont satisfaits. 80%. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a sauvé beaucoup d'enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, le paludisme est la première maladie qui cause des décès dans nos pays. Vous voyez comment aujourd'hui nous avons pu améliorer. Aujourd'hui, ce que les agents de santé disent, ils disent il y a tellement d'affluences qui n'ont plus la capacité parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais Yalgado est un mouroir, tout le monde le sait aujourd'hui. Allez-y voir les malades qui se retrouvent à même le sol, dans les urgences, c'est débordé, les gens sont maltraités et tout ça. C'est la réalité. Vous faites un tour aujourd'hui, vous sortez édifié de tout ce qu'on dit. J'étais à Yalgado la semaine dernière parce que j'avais une personne à moi qui était en urgence, dans les urgences. Je suis d'accord que Yalgado ne respecte pas les normes d'un CHU. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais comment améliorer Yalgado? Nous ne pouvons pas améliorer Yalgado sans les acteurs principaux qui opèrent à Yalgado. Donc, il faut aujourd'hui que nous nous asseyons avec ceux qui sont avec Yalgado, et ça, c'est du rôle de l'exécutif, pour voir comment nous allons améliorer Yalgado. Parce que vous savez, il est facile de dire aujourd'hui Yalgado est un mouroir, Yalgado est ici, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, oui. Qu'est-ce que les acteurs aujourd'hui qui travaillent à Yalgado proposent pour l'amélioration des conditions de Yalgado? Moi, je ne suis pas l'exécutif. Moi, je suis en tant que politique et parlementaire. Moi, je voudrais bien que les gens de Yalgado me saisissent pour dire voilà ce que nous avons proposé à l'exécutif pour sortir Yalgado de cette crise. Et moi, je défendrai. Les Yalgado sont connus de tous. C'est vous qui me le dites. Moi, je sais que Yalgado n'a pas les normes
d'un centre hospitalier. Je sais que Yalgado a des insuffisances qui est assez criard. On parle de comment ça s'appelle, le scanner. Souvent des manques d'oxygène même. Dans un pays qui est indépendant depuis plus de 50 ans, c'est inadmissible. Vous savez, je vais vous raconter une histoire très simple de Yalgado. Quand je faisais mon fils, je pense que c'est devrait être Alban d'ailleurs, il est né à Yalgado. Et j'ai eu une césarienne. À l'époque, vous voyez, moi je suis partie directement à Yalgado. Je ne suis pas partie dans un centre de soins privé parce que je savais qu'il fallait vivre les réalités de notre pays. Et quand je suis arrivée à Yalgado, on donnait l'ordonnance, tu allais chercher tes médicaments, tu revenais et pendant les soins post-opération, on faisait tous les soins. Mais on m'a volé mes médicaments. Les sachets de médicaments que j'avais des antibiotiques qui étaient assez chers et tout. On est venu prendre mes paquets de médicaments. Et quand on est venu prendre mes paquets de médicaments, il y a, à l'époque, il y a ma tante, elle est à la retraite maintenant, que je salue, Madame Somda Cécile, la sage-femme qui était la major, qui était ma tante, qui s'occupait de moi. Elle a piqué une colère incroyable. Elle dit, oui, c'est vrai, on se fait ça entre vous, mais vous ne pouvez pas faire ça à ma fille. Rendez-moi les médicaments de ma fille. Mais qui a pris? C'est des gens de Yalgado eux-mêmes. Ce n'est pas les patients qui sont venus prendre. Après, quand ils ont fait des... Vous accusez certains travailleurs des hôpitaux d'être aujourd'hui des personnes qui... Je n'accuse personne. J'ai vécu un fait et je vous le relate. Ne me faites pas dire ce que... J'ai vécu moi-même cette situation et je vous le dis. Et mes médicaments sont sortis après. Après, ma tante, elle m'a, je ne sais pas qui a pris, elle m'a dit, ah, on a retrouvé tes médicaments. Mais dans sa crise, quand quelqu'un est en colère, elle a dit beaucoup de choses. Donc ce cas isolé là pour vous, c'est d'exemple pour illustrer aujourd'hui. À l'époque, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que ça s'est passé. Donc, vous voyez aujourd'hui que si ça ne s'est pas amélioré, les conséquences que ça devrait avoir aujourd'hui. Alors, Yalgado, on a parlé de Yalgado, mais il y a également les cas des écoles aujourd'hui au Burkina Faso, des enfants qui continuent de prendre des cours sous période et tout ça. Vous savez, je suis heureuse que vous me posiez cette question, parce que l'école sous période n'est pas due au fait que l'État ne suit pas. C'est dû au fait de la démographie que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, je vous prends un exemple. Nous allons dans une commune où nous avons besoin de 50 classes parce que les enfants sont là-bas. L'État construit les 50 classes. Si dans 10 ans, on ne maîtrise pas notre démographie, on sera encore dans les écoles sous période parce qu'il y aura plus d'enfants et la capacité de cette école ne pourra pas absorber. Donc, on sera encore dans les écoles sous période. Donc, il ne faut pas dire que l'école sous période, elle est là parce que non. C'est parce qu'aujourd'hui, chacun devrait avoir sa part de responsabilité dans le développement du pays. Donc, les écoles sous période n'est pas due à l'insuffisance, la gouvernance, non, mais il faut les deux. Il faut que nous puissions aujourd'hui pouvoir maîtriser notre démographie pour éviter les écoles sous période. Sinon, au jour d'aujourd'hui, Ismaël, nous sommes là, on mettra toutes les écoles dans les normes possibles et dans 5 ans, nous en reparlerons. Vous verrez que vous allez dans les mêmes écoles, qu'il y aura des enfants encore sous période parce que l'école existante ne pourra pas absorber tous les enfants qui devraient aller en année de scolarité. Alors, est-ce que vous voulez dire aujourd'hui qu'il a manqué de la planification et de l'anticipation de par la gouvernance passée pour résorber toutes ces difficultés dont on parle aujourd'hui? Non, ce n'est pas la gouvernance seulement qui devrait être interpellée, c'est tous les citoyens. Aujourd'hui, nous devons savoir que toutes les familles devraient planifier le planning familial. Est-ce que vous êtes favorable à la limitation des naissances comme on a vu dans certains pays du monde? Non, moi j'ai 6 enfants, comment je pourrais interdire ou limiter? Non, je dis la chose suivante, il faudrait faire les enfants, espacer le temps que nous puissions les caser. On n'a pas besoin de faire des enfants tous les ans. Ça sert à quoi? Mais quand quelqu'un veut faire 5 enfants, qu'il fasse ses 5 enfants, mais qu'il ne fasse pas 5 enfants en 5 ans. Parce que s'il fait 5 enfants en 5 ans, nous sommes 17 millions de Burkinabés. Si tous les 17 millions de Burkinabés font 5 enfants en 5 ans, à un moment où nous sommes asphyxiés, c'est le problème de l'hôpital de l'université de Ouagadougou. C'est la même chose. Nous n'avons pas vu venir ça. Nous n'avons pas vu, quand j'ai dit nous, en tant que citoyens, qu'à un moment, il y aurait un bouchon parce que nous avons fait des enfants en même temps et beaucoup en même temps. Le rôle d'un bon politicien, c'est de savoir anticiper, de planifier tout ça à l'horizon peut-être 2020, 2030.
2025-2030. Tout à fait. C'est pour ça aujourd'hui, le gouvernement a pris la mesure de pouvoir mettre la gratuité des soins Voici du le planning paradoxe planning. gouvernemental, gratuité des naissances finalement, et puis vous encouragez la planification. Et vous savez, non, non. C'est un paradoxe aujourd'hui. Vous encouragez les naissances d'une manière ou d'une autre. Avec la gratuité, les familles vont continuer à faire des enfants sans doute. Vous savez, il faut que nous soyons un peu clairs. La gratuité des soins se veut qu'aucune femme ne meure par suite de couches, qu'une femme ne prenne pas une grossesse et qu'elle elle en meurt. Et nous savons la fragilité et la précarité des enfants issus d'un certain milieu pour les soins. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent moins de 5 ans, parce que nous avons vu les statistiques, beaucoup d'enfants meurent du palu, c'est à moins de 5 ans. Donc cette gratuité se veut protectrice. Nous voulons aujourd'hui protéger une couche faible de notre population. Et c'est le rôle de l'État de protéger les populations. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est du rôle premier du président du Faso de protéger tous les citoyens burkinabés. Donc, il a pris cette mesure pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons demandé, moi j'ai un réseau des parlementaires femmes et développement, demandé une gratuité, l'accès aux méthodes contraceptives pour les femmes, pour qu'elles puissent aujourd'hui planifier leur naissance afin de souffler et de pouvoir participer à la vie politique de ce pays et à la vie économique de ce pays. Et du même coup, nous pourrons aujourd'hui maîtriser les flux au niveau des écoles. Et parlons à présent donc de la trêve sociale. Revenons sur les luttes syndicales au Burkina Faso. Pour vous, l'alternative finalement, c'est quoi? Faut-il que le président Kaboré rencontre directement les organisations syndicales? Il ne pourra pas le faire tout le temps. Et pourquoi il va le faire? Est-ce qu'il l'a déjà fait depuis qu'il est président du Faso? À ma connaissance, non. Vous savez, être président du Faso, ce n'est pas rencontrer les gens. Hein. Il a mis des chefs de département. Vous parlez de dialogue et puis vous dites après qu'il ne faut pas rencontrer les gens? Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit son rôle, c'est de mettre des stratégies en place. Il a un gouvernement avec à sa tête un chef de gouvernement, le Premier ministre, et ce gouvernement, chaque département a un responsable, les ministres. C'est au ministre de chaque département de pouvoir proposer au président du Faso des issues ou des cadres de dialogue avec tous ces syndicats pour pouvoir avoir des sorties de crise raisonnables. Il faut que chaque ministre puisse avoir un cadre de concertation avec les syndicats de son département pour prévenir les différentes divergences qu'il pourrait avoir entre eux pour qu'on arrive à une sortie de crise assez importante pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il nous faut communiquer, il nous faut discuter. Et moi, je suis pour ça parce que j'entends des fois on dit oui, ils sont mous. Non, nous sommes un État. Oui, même des partis de la majorité présidentielle l'ont dit. Laurent Gbagbo, qui vous a précédé sur ce plateau, a dit que la gouvernance actuelle est molle. Il l'a dit. Bon, ça n'engage que Laurent Gbagbo, que je respecte parce que c'est un aîné. Moi, je suis une nouvelle génération de politique. Je dis la violence sous toutes ses formes est à prohiber. Qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, elle doit être arrêtée. Aujourd'hui, nous sommes un gouvernement social-démocrate. Nous ne sommes pas un gouvernement de fascistes. Nous ne sommes pas un gouvernement de droite, de libéraux. Nous sommes un gouvernement qui se veut discussion et compréhension. Donc aujourd'hui, nous devons, la première des choses que nous devons avoir à l'esprit, l'expression de chaque Burkinabé est un droit. Maintenant, il faut que chaque Burkinabé sache qu'il n'est pas seul et que cette expression se veut avec le respect de l'autre et avec le respect de l'espace de l'autre. Et ça, nous sommes en plein apprentissage. Donc, les gens vont apprendre que quand ils commencent, il faut qu'ils se respectent. Et ça aussi, il faut qu'ils apprennent. On apprendra et on reviendra à la bonne solution. Alors, il y a un autre débat qui fait l'actualité au Burkina, 160 000 fonctionnaires contre 18 millions de personnes. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique où il y a une minorité qui veut s'accaparer tout contre la majorité aujourd'hui? Je reste convaincu qu'il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de majorité. Il y a les Burkinabés qui doivent se respecter et doivent comprendre que l'autre existe. Et ça, c'est dans la tête, ça devrait être dans la tête de tous les Burkinabés. Moi, je ne suis pas du côté d'opposer des Burkinabés à des Burkinabés. Ceux qui disent majorité, minorité, non.
Majorité, minorité, c'est pour la classe politique parce qu'on sait pour la gestion. Mais quand on parle des Burkinabés, il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de majorité. Il y a des Burkinabés qui ont des préoccupations qu'il faut prendre en compte. Il y a des Burkinabés aussi qui ont des préoccupations, qui doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a d'autres Burkinabés qui ont besoin qu'eux aussi, ils comprennent leur position. Et moi, je me situe dans ce contexte. Donc, il faut que, vous savez, des fois, vendre les choses sont difficiles à présenter. Présenter comme ça, c'est pour mettre les gens en conflit. Moi, je veux que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont avec des frères avec lesquels ils doivent aujourd'hui faire avec. Donc pour vous, aujourd'hui, il faut faire des concessions, par exemple, sur le fonds commun, sur les questions de statut particulier que réclament certains fonctionnaires dans ce pays? Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas bien placée pour connaître... c'est un débat difficile. Non, non, c'est non. une question sensible, non, apparemment. Non, je n'en ai pas peur. Parce que moi, j'ai pas, vous savez, pour ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas peur des débats. Mais je ne parle de ce que je sais. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Le fonds commun, je ne connais pas comment c'est géré. Ce n'est pas mon ministère, j'y travaille pas. Le statut... député, le minimum, c'est de chercher à comprendre tout ça. Je sais l'origine des fonds communs, mais le fonds commun, c'est pour inciter les gens à travailler mieux. Parce que l'esprit du fonds commun, c'est des gens qui recouvrent de l'argent et les permettent de recouvrer le surplus. Donc je pense que ça se fait même dans tous les services commerciaux. Quand on te dit, quand tu as un marché, au-delà de tel marché, tu as un pourcentage parce que tu as bien travaillé. Mais il faudrait que tout le monde sache que ça ne devrait pas être... c'est pas ça sur lesquels nous devons nous focaliser. Nous devons nous focaliser sur le résultat que ce que peut nous donner. Parce qu'aujourd'hui, y compris eux-mêmes qui bénéficient et ceux qui ne bénéficient pas, ils se sont focalisés sur ce qui n'est pas l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir recouvrer l'argent des impôts, de pouvoir mettre à la disposition du président du FASO les 60% du montant du budget du PNDS pour qu'ils puissent le mettre en place. Et c'est ça sur lequel nous devons nous focaliser. Alors, il faut qu'on évolue dans l'émission. On a parlé notamment des luttes syndicales. Parlons à présent donc de la société civile. Alors, vous avez lutté avec certaines personnes qui ont clairement dit, je parle de Safiatou Lopez, Zongo, Hervé Ouattara, qui ont dit qu'ils ont soutenu le MPP à un moment donné, mais ils regrettent parce que les ambitions de départ n'ont pas été respectées par le gouvernement actuel dont vous faites partie. Est-ce que vous reconnaissez dans ces déclarations-là? Vous savez, moi je vais saluer déjà leur dynamisme sur la vie de la société civile au Burkina Faso. Mais je vais dire une chose. Qu'est-ce que l'insurrection? Pourquoi l'insurrection? D'où venons-nous? C'est ça que je veux leur poser cette question. Aujourd'hui, nous avons participé à cette insurrection parce que nous voulions un État démocratique. Nous voulons arrêter la gabégie. Nous voulons arrêter la patrimonialisation du pouvoir. Nous voulons la liberté d'expression. Et enfin, nous ne voulions pas qu'on touche à l'article 37. Et c'est ça qui nous a fait sortir. C'est un combat noble. Jusqu'à présent, je vis ce combat. C'est pas été, c'est juste, c'est pas fini ce combat. On continue ce combat. C'est un combat. Donc c'est pas achevé l'insurrection selon vous? L'insurrection n'a jamais été achevée. Personne n'a dit que l'insurrection est achevée. L'insurrection sera achevée quand nous allons atteindre le développement et que tout le monde sera bien dans ce pays, dans sa tête. Parce que c'est ce que nous voulons. Maintenant, on est arrivé à ça parce qu'aujourd'hui, nous avons la démocratie dans ce pays. Nous avons la liberté dans ce pays. L'axe 1 du PNDS, c'était quoi? La bonne gouvernance et la rénovation des institutions. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu sur une base d'un contrat. Et ce contrat est respecté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, nous avons, avec la loi 081, augmenté aujourd'hui le niveau de vie des personnels de la fonction publique. Tout le monde voit. Aujourd'hui, avec la loi que nous avons votée pour le budget, comment ça s'appelle, j'ai cette expression qui... la dette intérieure, voilà. Pour la dette intérieure sûre, la dette intérieure régulière, voilà. 35 milliards qui a été débloqué pour payer cette dette intérieure. Aujourd'hui, les privés, ils ont toujours leur salaire. Où est le problème maintenant? Nous avons respecté. Le problème maintenant, c'est au niveau du monde commercial, au niveau de l'économie. À l'époque, l'économie de ce pays était dans les bras de pas plus de 5 personnes.
Aujourd'hui, nous voulons démanteler ce réseau et pouvoir permettre à tout Burkinabé qui veut faire du commerce de se faire la place au soleil. Mais ça fait des grincements de dents. Mais nous n'avons pas dit aujourd'hui, quand on était au MPP et on venait au pouvoir, que nous allons arriver à ce niveau sans effort, sans souffrance, sans sacrifice. Donc Ça n'a pour jamais vous, été dit. c'est normal, il fallait s'y attendre. Hein. Mais c'est très normal. Ceux qui ne s'attendent pas à ça pensaient qu'ils étaient sur une autre planète. Ils n'étaient pas sur la planète Terre ou bien ils n'étaient pas au façon. Parce que comment vous voulez aujourd'hui que nous puissions démanteler, mettre un réseau aussi puissant depuis 27 ans hors circuit pour permettre à des gens jeunes aujourd'hui, pour permettre à une nouvelle classe commerçante d'émerger. Alors, est-ce que vous voulez dire que ce sont les reliques de l'ancien système aujourd'hui qui font autant de bruit? Mais bien sûr, Ah bon? ce n'est pas oui. Alors que ce sont des gens avec qui vous avez lutté pour qu'on arrive à l'insurrection? Vous savez, l'insurrection, chacun est venu à l'extérieur avec ses objectifs. Tout le monde n'est pas sorti pour avoir les mêmes objectifs que nous avons aujourd'hui. C'est clair. Il ne faut pas qu'on se... Peut-être que c'est parce que vous êtes député du MPP que vous parlez ainsi. Vous savez... Si vous vous étiez retrouvé au bas-côté de la route, peut-être que vous allez changer d'argument sans doute. Je serai au bas-côté si je veux être au bas-côté. Le MPP n'est pas fermé. Le MPP est ouvert. Ceux qui veulent venir au MPP viendront. Le MPP, à l'époque, quand on commençait, personne ne voulait même venir chez nous. On était des parias, on était des gens qu'il ne fallait pas toucher. C'est clair, nous venons de loin. Donc, au MPP, quand nous on commençait au MPP, quand on allait à notre siège, nous étions les seules voitures. Moi, j'ai dû couper avec beaucoup de mes amis parce que ce n'est pas eux qui m'ont chassé, parce que je savais que nous n'étions pas des personnes à fréquenter. C'est clair. Donc, il ne faut pas que les gens oublient ça. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui et puis on a dit non. Non, on était au moment où c'était très difficile pour nous. On ne pouvait pas avoir d'amis. On ne pouvait pas avoir quelqu'un parce que dès qu'on salue une personne, c'est la personne qui est contre le pouvoir. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, aujourd'hui, si je suis député du MPP, c'est parce que nous avons fait un long chemin. Et ce chemin n'a pas exclu quelqu'un. Ceux qui voulaient y être, alors, les OSC qui vous combattent aujourd'hui, finalement, est-ce que vous les comprenez? Ils ne nous combattent pas. Moi, je ne pense pas que c'est des OSC qui me combattent parce que en rien, je me sens interpellée par ce qu'ils disent. Je parle notamment du parti MPP. Oui, parce que sur ce plateau, ils ont tous dit que le MPP, avec le MPP, tout est pire qu'avant. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ça me fait rire, ça me fait sourire parce que pire, il y a qu'est-ce qui est pire comme avant? Les salaires des Et ils parlent du panier de la ménagère. Les Burkinabés vous le disent partout que ça ne va pas, le coût de la vie a augmenté. Même au niveau de la gouvernance, on reconnaît que la relance économique tant souhaitée prend du temps. Même le président du Parlement, Salif Diallo, a dit au Premier ministre que s'il revenait à l'hémicycle avec le PNDS qui n'est pas appliqué, l'Assemblée sera étroite pour lui. Ça fait partie de vous. Vous savez, je ris de ça parce que le PNDS, déjà, pour que le Premier ministre revienne et que cette expression soit valable, il faut que déjà que le Burkina Faso donne sa part de responsabilité qui est de 60% du financement du PNDS. Il y a des voix divergentes même au sein du MPP, il faut le reconnaître, Madame Laurence. Vous savez, un parti politique, ce n'est pas des moutons. Chacun a sa manière d'être. Chacun pense le mieux pour le parti. Donc c'est dans ce combat, c'est dans cette lutte que nous arrivons à trouver quelque chose de bon. C'est dans ces divergences d'opinion que nous pouvons pousser. Et moi, je me place dans ce contexte. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous avons rempli notre part de marché par rapport au contrat de départ signé. Donc c'est un faux procès, hein, tout ce qui se dit par la société civile aujourd'hui, vos anciens camarades de lutte. Faux procès, bon, d'abord, quand on dit faux procès, ils pensent que c'est un procès. Un procès n'est jamais faux. On va aller, ils nous font un procès et l'avenir nous dira qui a raison ou qui a tort. Mais moi, ce que je sais, c'est que mon parti a proposé un programme sur lequel on a eu un contrat d'adhésion que nous avons signé avec la population et nous sommes en train de le respecter. Et c'est ça qui est ma priorité. Maintenant, ceux qui sont venus au MPP ou ceux qui sont rentrés dans la lutte de l'insurrection pour un autre agenda, ça n'engage que. Ça ne m'engage pas, moi. Alors, est-ce que vous suivez l'actualité des OSC? Il y a une organisation de la société civile qui a vu le jour, Boribana, contestée par le réseau Dignité. Est-ce que tout ce spectacle-là vous désole? Est-ce que cela vous frustre de savoir que des jeunes ont changé de combat par médias interposés, on s'insulte, on se dénigre et tout ça? Vous savez, c'est quand on voit beaucoup d'OSC, ça dénote du dynamisme. C'est vous, politiciens, qui êtes en train de manipuler les jeunes aujourd'hui. Oui, on dit beaucoup de choses. Donc j'ai dit, c'est le dynamisme de la vie politique et sociale du Burkina Faso qui est bien. Mais ce que je déplore et ce que je n'accepte pas, c'est le manque de respect que nous avons les uns pour les autres. Qui ne respecte pas qui ici selon vous? Je pense que la manière de parler
la manière d'être et d'exprimer ses opinions se veut respectueuse de tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas venir dans un média parler du président du Faso dans les termes et les tons que Mme Safiatou Lopez le fait. Si elle a des reproches à faire du président du Faso, ce qui est compréhensif et que je comprends, ça peut se dire de manière assez courtoise. Vous pensez qu'elle abuse aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'elle... Je ne sais pas que c'est un abus, c'est sa manière d'être. Hein. Elle parle d'une certaine proximité avec le président. Comme vous avez bien défendu le président, elle aussi, c'est sa manière de parler du président. Oui, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas proche du président. Je n'ai pas dit que ce qu'elle dit est faux. J'ai dit c'est les formes que je regrette. Parce que ça ressemble à un chantage. Et nous savons qu'aujourd'hui, quand la fille en fait l'exsurrection, c'est pour que le chantage politique s'arrête. Et personne ne cédera à un chantage politique. Claire, nous sommes prêts à nous asseoir autour d'une table pour discuter de certains problèmes sur lesquels nous devons et nous avons l'obligation de résoudre ces problèmes. Alors, est-ce que vous avez une invite à l'endroit de ces responsables d'OSC qui se combattent par médias interposés d'aller chercher du travail que de rester là à faire des déclarations dans les médias et tout ça? Si, je les invite déjà à s'auto-scanner pour voir quelle est ma part de responsabilité aujourd'hui dans la vie politique et économique de mon pays. Donc, ils n'ont pas le monopole de l'insurrection, contrairement à ce qu'ils disent dans les médias. Non, personne n'a le monopole de l'insurrection, c'est clair et net. Quand j'entends les gens dire nous avons chassé Blaise Compaoré, nous avons... Non, je veux quand même restituer les choses, l'histoire. Oui. Personne n'a chassé Blaise Compaoré. Les populations ont dit à Blaise Compaoré, nous ne voulons plus de la gabégie. Nous ne voulons plus la modification de l'article 37. Nous voulons une transparence dans la gestion du pouvoir. Blaise a dit qu'il ne l'acceptait pas. Il est parti. C'est clair. Nous avons dit à l'époque que nous voulons un État clair, un État sain. Et il fallait commencer à travailler, à améliorer ça. Bon, on a commencé notre insurrection. Après, on n'a même pas voulu qu'il quitte le pouvoir. On a voulu qu'il s'arrête et il lâche le pouvoir pour... Donc pour vous... Attendez, je finis. Et quand on a commencé l'insurrection, c'est lui qui a commencé à tirer. C'est lui, ces gens qui ont commencé à tirer. Et nous avons eu des morts. Quand nous avons eu des morts, nous avons dit, stop, maintenant, il faut qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas avoir un président qui tue ses concitoyens. Ce n'est pas possible. Et lui, il n'a pas accepté de laisser le pouvoir. Il a quitté le pays. Personne n'a chassé Blaise Compaoré de là. C'est lui qui est parti de lui-même. Mais nous, on a dit qu'il fallait qu'il quitte le pouvoir. Donc, quand je vois des gens s'exciter, on l'a chassé. Non, il faut restituer l'histoire et dans les faits. Donc, aujourd'hui, nous, on voulait qu'il quitte le pouvoir parce qu'il y avait eu des morts. Et il n'a pas accepté de rester au pays, il est parti. Donc, ça, c'était un choix à lui. Donc, il ne faut pas que les gens commencent à nous l'avons chassé. Je pense qu'il faut qu'on puisse raison garder, respecter la dignité de l'homme, respecter tout Burkinabé parce que nous sommes Burkinabés. Alors, vous voulez dire clairement qu'aujourd'hui, ceux qui parlent là, ils ne sont pas plus insurgés que vous? Vous savez, quand les gens commencent à parler, il y a des gens, j'ai vu sur votre plateau d'ailleurs, Mme Lopez qui dit, oui, il y a des gens qui sont rentrés sous leur lit et puis ils ont fait l'insurrection. En quoi est-ce que ça engage quelqu'un? S'il était dans son lit et puis il a dit, il fait l'insurrection. Le plus important, que chacun voit sa part de responsabilité et sa part de participation au changement que nous avons apporté dans ce pays. Moi, je sais que je fais partie des rares femmes qui a été battue et déférée à la sûreté nationale. Mais qui le savait? Est-ce que vous le saviez? Et c'était en quelle année? Non, le 30 octobre, j'ai été arrêtée, battue avec la police, les CRS, mis dans leur car. Ils nous ont tourné dans 3 ou 4 polices. J'ai reconnu la police nationale parce que j'ai vu l'étage quand j'étais là. Ils ont dit non, la police nationale a dit on ne les prend pas. Et on a fini à la sûreté nationale. Alors et là-bas, nous avions au moins 50 ou 60 de personnes aussi qui étaient blessés graves et tout. Nous étions tous là-bas. Donc vous voulez dire que les gens doivent arrêter finalement? Il faut que les gens arrêtent de s'approprier des choses. Si Mme Safiatou Lopez pense qu'elle a été au devant des choses pendant l'insurrection, ce qui est bien. Mais nous aussi, moi, en tant que Laurence Marshall Ilboudo, on a été devant des choses. On a été attrapés, battus, déférés à la police nationale. Et aujourd'hui, l'ancien directeur de la police qui est parti Tarapaka, il pourra le confirmer parce qu'il était là-bas quand on sortait les gens.
Quand on nous venait là-bas. Et d'ailleurs, ils peuvent le vérifier parce qu'on a été mis comme des prisonniers, on a eu des photos, on a pris nos empreintes à l'époque quand ça faisait et tout. Mais est-ce que je l'écris sur tous les points? C'est un engagement personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, cet engagement se veut un sacrifice pour le bien-être des peuples burkinabés. Et c'est ce que je veux faire. Alors, parlons à présent donc de vous-même, parce on est pratiquement, on s'achemine vers la fin de ce rendez-vous. Vous, Madame Laurence Ilboudo, aujourd'hui, on sait que vous êtes proche de Chantal Compaoré. Vous le confirmez? Ce n'est pas proche, c'est ma même tante, c'est ma tante. Voilà. Vous avez donc trahi votre famille dans la lutte pour l'insurrection. Vous savez, je vous dis encore... C'est un débat qui vous fâche? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un débat que j'assume et que je me ferai le plaisir de vous le dire. Moi, je ne suis pas dans ce sens de trahison. Aujourd'hui, elle reste ma tante. Contre Vanzébaré, contre elle, contre moi, elle reste ma tante. Vous êtes en contact? Vous vous appelez souvent avec Chantal Non, Compaoré? non. On a perdu le contact depuis 2009. Parce que 2009, j'avais quitté le pays et depuis 2009, j'ai plus le contact avec elle. Et aujourd'hui, je ne me sens pas traître ou trahir quelqu'un. Je me sens toujours dans ma logique parce qu'elle sait comment j'étais. J'avais une direction de ma vie et j'ai toujours dit ce que je pensais de la gestion de son pouvoir à l'époque. Elle le sait et son mari le sait. Tout mon entourage sait comment je peignais la situation politique. Donc, ça n'étonne personne parce que j'étais contre cette gestion. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne veux pas amener ce débat à personnaliser le débat. Le débat n'est pas à personnaliser. Aujourd'hui, la population burkinabé a besoin d'oxygène. Nous avons besoin d'avancer. Les Européens sont à ce niveau, ce n'est pas parce qu'ils sont blancs ou plus intelligents, c'est parce qu'ils ont mis au cœur de leur intérêt leurs citoyens et leur pays. Si tous les Burkinabés mettent au centre l'intérêt du pays, l'intérêt du Burkina Faso, nous allons arriver mieux même à l'Europe, nous allons dépasser l'Europe parce que c'est dans le travail et dans l'intérêt commun que nous pourrons avancer les choses. Alors, donc les Burkinabés doivent être plus positifs que ça, hein, parce que tel que ça se présente. Absolument. On doit être plus positif et se dire qu'il y a parfois une génération qui doit faire un sacrifice pour l'autre. Et après, comme on dit, je prendrai un peu cette anecdote de l'Égypte de Joseph. Il y a eu 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Et quand les 7 années de sécheresse arrivent, seule la solidarité nous permet d'arriver aux 7 autres années d'abondance. Alors, vous êtes dans votre première année d'expérience en tant que député de la Nation. La première année fut quand même un long fleuve bien mouvementé, hein, les tablettes, les millions de députés pour les campagnes de sensibilisation, c'est ce qui a été fait. Apparemment, on a oublié vite d'où on venait quand on a été élu député. Si d'autres ont oublié, moi, je n'ai pas oublié. Mais vous avez pris les tablettes, non? J'ai pris les tablettes. Vous avez pris le million? J'ai pris le million. Ben voilà. Donc vous êtes comme les autres. Bien sûr, je ne me dissocie pas de mes collègues députés. Vous savez, il ne faut pas enlever les choses de leur contexte. Quand les choses sont enlevées de leur contexte, ça dénature tout. Et vous, les journalistes, vous avez un chic et vous savez tellement le faire d'enlever les choses de leur contexte et de les présenter. Ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, quand les journalistes vous arrangent, vous les amadouez. Et quand c'est contre vous, vous les critiquez. C'est comme ça le vrai politicien. Non, 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 non. Vous savez, moi, je ne me situe pas comme ça. Aujourd'hui, nous étions à l'Assemblée nationale et on nous a dit que le ministère de le ministère d'éthique a offert des tablettes à l'Assemblée nationale. C'est rentré par la voie normale dans le patrimoine de l'Assemblée nationale parce que ces tablettes ont été remises par la SG avec les numéros. Chaque tablette avait le numéro, vous savez, le numéro et tout. Donc, il y avait une liste, on a dit aux députés, allez chercher des tablettes parce que nous avons eu des tablettes. On nous offre des cadeaux. Par exemple, il y a des députés qui viennent de partir au Canada pour une formation et tout. C'est des cadeaux, c'est des partenariats entre des parlements ou des institutions. Ça se fait. Nous, on a pris ça dans ce sens. Nous, on ne connaît pas comment ça s'appelle, moi par exemple, l'entreprise qui a fait ça, moi je ne le connaissais même pas, vous avez fait la publicité parce que moi au grand jamais je n'avais entendu parler et l'entreprise est bien parce qu'aujourd'hui c'était une publicité qu'on lui a fait et on nous a dit d'aller chercher des tablettes parce que vous savez l'équipement, nous avons fait notre plan stratégique à l'Assemblée nationale et l'équipement des députés afin qu'ils puissent travailler aussi fait partie de la mise en œuvre de ce plan opérationnel de l'Assemblée nationale 2018-2020. Donc nous, on avait pris ça dans ce sens. Chacun est parti prendre. Le président Roch Kabore lui-même a dit que moralement,
l'opportunité, il ne fallait même pas prendre les tablettes. Je lui ai posé la question, je me rappelle à la présidence. Oui, peut-être, oui, je respecte le point de vue du président. Moi, je dirais la chose suivante. Peut-être que la manière de prendre n'était pas la bonne manière. Ou peut-être que l'opportunité ne se présentait. Moi, je pense que c'était plutôt la manière. La manière n'y était pas. Bon, il fallait beaucoup de procédures, mais nous, quand on s'est rendu compte de ça, on a Rassurez-nous rendu... qu'à partir de maintenant, vous avez appris de ces erreurs du passé. Bien sûr, tout à fait. Quand je pense que les épreuves dans la vie, c'est fait pour s'améliorer, non pour descendre. Quand on a une épreuve, c'est pour faire mieux la prochaine fois. Avançons dans l'émission. Un mot sur la réconciliation nationale telle que prônée par la CODER. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La poudre aux yeux? Non, Politicienne? non, c'est un instrument politique que les politiciens savent utiliser. Donc je n'y crois pas et c'est un instrument politique. Bon, on verra où ça va les amener. Vous êtes la fille de Raymond Georges Marchal. Ceux qui ne le connaissent pas, un grand acteur du football burkinabé. Est-ce qu'il vous aide dans vos activités politiques? Il vous assiste souvent? Mon père est mon premier admirateur, mon père est mon premier conseiller, même si parfois on se dispute parce que il me dit souvent, Laurence, je ne veux pas que tu changes, tu es une fille bien, il ne faut pas que la politique te change, je ne veux pas si, je dis je ne veux pas changer. Et mon père, mes parents restent mon premier fan club. Alors, et vos enfants, la plupart qui sont en Europe, on se rappelle de ces joueurs de football que les Burkinabés veulent voir évoluer sous les couleurs nationales. Alban Lafont, c'est bien cela, vous le confirmez. Alors, est-ce que vous allez jouer votre partition à ce niveau dans ce débat qui se mène? Et le deuxième fan club, ce sont mes enfants, parce que quand j'ai voulu faire la politique, avant je faisais la politique et c'est pas maintenant. Depuis 20 ans, je fais la politique auprès du président Roch-Marc Christian Kaboré en tant que conseiller. Là, je suis plus en avant. Et quand j'ai voulu être plus active, j'ai réuni mes enfants. J'ai dit, moi, j'ai besoin de faire la politique. C'est quelque chose qui me passionne. Et tous, ils m'ont dit, maman, vas-y. Parce que tu nous as appris à toujours faire ce que nous voulons. Et je leur ai demandé, vous voulez venir avec moi? Ou ils disent non, non, on préfère rester en France pour nos études. Et je n'ai pas voulu non plus les obliger à quoi que ce soit. C'est comme ça, moi j'ai éduqué mes enfants, c'est comme ça j'ai été éduqué. Donc ils vont très bien et ils m'encouragent beaucoup. Alban, c'est un jeune prodige. Alban, c'est vraiment la fierté de tous les Burkinabés, parce qu'il reste Burkinabé, c'est ce que je dis, même s'il n'est pas... On l'attend dans l'équipe nationale du Burkina Faso. Oui, vous savez, Alban, quand il a commencé à 12 ans à Toulouse, j'ai contacté à l'époque la fédération de foot pour dire j'ai un fils qui joue, regardez-le, soyez à côté de lui, parce que je ne sais pas, parce que on s'intéresse tellement à lui que j'ai l'impression qu'il est bon. Ils n'ont rien fait. Ils ont vu Alban quand Toulouse a donné l'opportunité à Alban de jouer à 16 ans et demi. Et il a, Dieu merci, c'est quelqu'un qui fait une belle carrière de football. Et maintenant, ils sont partis pour demander à Alban de venir, en sachant que l'équipe française aussi démarche Alban. Votre rôle de maire de Burkinabé, c'est de lui dire de venir jouer pour son pays? Non, mon rôle, c'est de lui dire de choisir ce qui lui plaît. Donc vous n'allez rien faire pour que Alban rejoigne l'équipe nationale de football du Burkina? Je vais rien faire qui puisse l'obliger à prendre une décision pour me faire plaisir. Mais sa décision qu'il vous a donnée, c'est laquelle? Il m'a dit la chose suivante. Alban, je l'ai eu, il dit, maman, je n'ai pas fermé la porte à venir à l'équipe nationale burkinabé parce que j'aime le Burkina Faso. Il a grandi ici, il est parti qu'à l'âge de 9 ans. Il est né ici, il s'entraînait sur le terrain de l'Étoile, beaucoup de gens le connaissent. Il dit, je n'ai pas fermé la porte, mais j'ai deux inquiétudes. La première, c'est que je suis très jeune. Est-ce qu'on pourra me laisser m'exprimer? Parce que le gardien, c'est le premier défenseur, c'est lui qui est le chef de la défense. C'est avec Kofi actuellement. Oui, non, c'était avant même que Kofi vienne. Donc il dit le gardien, c'est le premier défenseur, c'est le chef de la défense. Et étant chef de la défense, je suis obligé, est-ce que les gens me permettront de m'exprimer? Et il dit, bon, il réfléchit à ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il a un niveau de compétition, il a peur de descendre son niveau de compétition. Il veut aller plus haut. Il aspire à plus haut. Donc je lui ai dit tranquillement, réfléchis-y. Il est en train de réfléchir. Deux questions avant de boucler l'émission. Est-ce qu'on vous a déjà contacté pour être ministre? Non, jamais. Non. Est-ce que ça vous intéresse? Vous savez, j'ai toujours dit, et je le répète, ce n'est pas la fonction qui fait de toi le travail que tu dois faire. Si le président Roch Kaboré vous dit, je vais vous donner un portefeuille ministériel, vous êtes partante? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour l'aider à exécuter
son contrat avec le peuple burkinabé et refuser d'aller à un poste ministériel ou même un autre poste qu'il pense utiliser mes compétences serait ne pas l'accompagner. Donc, ce n'est pas seulement le poste ministériel. Ça pourrait venir sans doute parce que vous le défendez si bien, en tout cas pour ceux qui auront regardé cette émission sans doute. Je ne défends pas le président Roch Marc Christian Kaboré. Je défends mon parti où il a géré le parti. Maintenant, c'est Salif Diallo. Et nous sommes aujourd'hui dans une ligne cohérente. Aujourd'hui, je ne défends pas Roch Kaboré. Je défends Laurence Ilboudo, engagé aussi dans le MPP, parce que j'ai ma part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Une dernière question. À tous ceux qui remettent en cause la gouvernance du MPP, avez-vous quelque chose de particulier à leur dire face à la caméra de Burkina Info? Qu'est-ce que je veux leur dire? Je sais qu'il y a beaucoup de frustrés dedans. Parce que le MPP venant au pouvoir, beaucoup pensaient que ça allait être aussi simple de prendre des postes ou d'avoir un niveau de vie changé du jour au lendemain. Je pense que c'est compréhensif, c'est humain. Et moi, je le comprends. Moi-même assise, parfois, j'ai eu des frustrations. Mais ce que je leur demande, c'est de dépasser ça. Ce qui fait de nous des hommes et non des animaux, c'est de pouvoir dépasser des sentiments qui peuvent impacter négativement dans la société. Et c'est ça qui fait de nous l'homme. Aujourd'hui, nous devons dépasser tous ces sentiments de frustration, mettre sur la table, en toute objectivité, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés précaires, les Burkinabés qui sont dans la situation précaire. C'est à eux que nous devons penser, pas à nous pour nos postes. Et moi, je pense que c'est ce que je voudrais leur dire. Si vous avez des inquiétudes, si ils ont des réserves par rapport à notre gestion, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on en discute avant de le déballer au grand public pour dire « ouais, ils ne veulent pas faire ci, interpellez-nous ». Parce que notre émission, c'est le grand déballage. Oui, c'est important. Avant d'arriver au grand déballage, moi je suis d'accord, avant d'arriver au grand déballage, que nous ayons parlé et que nous ne soyons pas accordés sur quelque chose et on le déballe. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Merci d'être Ismaël. venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Ismaël. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. C'était Laurence Ilboudo, députée du MPP à l'Assemblée nationale, 47 ans. C'est la maman Alban l'enfant. On espère qu'elle va convaincre son fils pour qu'il revienne jouer pour le Burkina Faso. Ce serait bien pour le 11 national. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir.